Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec le patron de Being Worldwide, qui est une agence de design mondiale. C'est Nicolas Bordas. Salut Nicolas. Bonjour David. On revient vers vous. Nicolas, tu as un souvenir de recrutement qui t'est marqué, qui te secoué? Oui, alors qui m'a même traumatisé en l'occurrence, puisque j'ai été recruté dans cet immeuble, avant que ça ne s'appelle TBWA, ça s'appelait à l'époque BDDP, Boulet de rue du Puy-Petit. En 1984, j'ai signé mon contrat et je ne suis pas venu. Et ça m'a mortifié. Alors pourquoi je ne suis pas venu? Parce que l'agence où j'étais, qui s'appelait Saatchi, a mis tellement à la fois de responsabilité et d'argent sur la table pour me garder que je suis resté dans l'agence où je me trouvais. Donc tu as signé un contrat que tu n'as pas honoré? Je n'ai pas honoré. Et c'est mal. Hein. Oui, c'est très très mal. Et je dois dire que je l'ai vraiment très très mal vécu, parce que, et au point que je me suis dit, je vais quand même aller les revoir par honnêteté intellectuelle pour leur dire pourquoi je ne suis pas venu. Donc tu as signé, on t'a repris par le col et tu es reparti voir le recruteur. Voilà, et je suis parti voir donc Jean-Claude Boulet, Jean-Marie Dru. Très franchement, il n'en avait rien à faire parce qu'à l'époque, j'étais un chef de pub junior et donc je disais oui, je disais non, ne changeait pas leur vie. Mais moi, ça changeait la mienne et je les ai revus et ils m'ont reçu un peu grognon parce qu'ils étaient vexés que je ne venais pas chez eux. Et je me suis dit, je ne travaillerai jamais avec ou pour ces gens-là. Et en fait, ils m'ont recruté 10 ans plus tard dans le même immeuble chez BDDP comme directeur général de leur agence. Est-ce que tu penses qu'une vie digitale peut pénaliser une vie de candidat? Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire de la même façon qu'on sait aujourd'hui que 50% des candidats qui vont sur Internet et qui voient des messages négatifs sur l'entreprise arrêtent de postuler. Ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a sans aucun doute des entreprises qui, après avoir été voir le profil de tel ou tel candidat, ne le reçoivent pas parce qu'ils auront eu des informations complémentaires par rapport à celles qu'ils avaient au travers du CV ou de la lettre de candidature. Donc ça marche dans les deux sens. Tu as un blog qui s'appelle L'idée qui tue. C'est quoi le détail qui tue en entretien avec Nicolas Bordas? Le truc qui passe pas avec toi mais qui pourrait passer avec ton voisin de bureau? Non, le détail qui tue, pour moi, il est positif. L'idée qui tue, c'est une idée qui tue une autre pour construire un succès durable. Donc, je commencerai par répondre à la version positive de la question. La différence entre nos métiers de conseil et des métiers de consultant en stratégie, par exemple, elle est là. C'est-à-dire qu'ils produisent du PowerPoint. Là, nous, on produit des affiches, des films, etc. Il y a une dimension artisanale du faire qui est très importante dans nos métiers. Donc, pour moi, le détail qui tue positivement, c'est le fait d'avoir démontré, au travers de ses activités, sa capacité à faire. Je reprends la question sous l'angle du détail qui tue négativement. Au fond, pour moi, la clé, c'est la curiosité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas curieux n'a pas sa place dans ce métier. Et après, le détail qui tue vraiment, c'est de ne pas parler anglais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne peut plus recruter quelqu'un qui ne parle pas anglais dans nos métiers parce qu'on va dire que 50% de ce qu'on fait chaque jour est en anglais. Comment on repère quelqu'un de curieux? D'abord, en entretien, quand même, on se rend assez vite compte si les gens ont une palette assez large d'intérêts ou s'ils sont très centrés sur un intérêt limité. Mais c'est là où les réseaux sociaux deviennent intéressants et c'est là où, en particulier, le fil Twitter devient intéressant. Pour un métier comme le planning stratégique, le fil Twitter quasiment suffit pour recruter quelqu'un. Ah bon? Parce qu'on va voir directement à la fois ce qu'il retweet, donc sa capacité de repérer les meilleures idées, ce qu'il y a de vraiment neuf et pas des choses conventionnelles, et éventuellement sa manière de contribuer. Or, ce qu'on demande à un planeur stratégique, c'est d'amener une matière intellectuelle additionnelle. Les gens que vous recrutez, ils sont tous sur Twitter? Pas forcément, enfin de plus en plus oui, Ouais. et je pense que demain ils le seront tous, donc ça c'est une opinion personnelle. Par contre, on n'en fait pas un prérequis. À candidat équivalent, candidature équivalente, vraiment deux brillants sujets, deux belles références, le même engagement, le même entrain. Il y en a un qui a 10 000 followers et l'autre qui en a 500. Lequel tu choisis? Ça n'a aucune importance la quantité, ce qui compte c'est la qualité du fil. Mais une fois de plus, je ne vais pas demander à un créatif nécessairement d'être sur Twitter ou d'avoir un fil Twitter intéressant. C'est vraiment pour le métier du planeur stratégique où le fait pour moi de ne pas être sur Twitter est rédhibitoire parce que c'est une forme de démonstration qui ne comprend pas ce qu'est le métier d'aujourd'hui ou le métier de demain. Tu sais qu'on n'a pas le droit de lire des informations sur Internet qui ne soient pas directement liées au job. Comment on fait quand on a un fil Twitter où le mec dit je me suis engueulé avec ma mère, j'ai adoré cette campagne de TBWA et demain je vais au jardin d'acclimatation. On n'a pas le droit, entre guillemets, n'a pas de sens puisqu'on n'a pas le choix. Quand on est connecté avec quelqu'un sur Twitter et qu'on veut le recruter, on ne va pas s'interdire de recruter quelqu'un sous prétexte
qu'on le connaît via Twitter. Et puis par ailleurs, on cherche les meilleurs. C'est des métiers ultra compétitifs. On est en compétition en permanence. Hein. On présente chaque jour en compétition contre d'autres agences pour avoir le meilleur projet. C'est comme des concours d'architectes qu'on ferait tous les jours, au lieu de les faire une fois tous les 2 mois. Et donc, on a besoin de ces meilleurs talents. Et du coup, on va aller chercher tous les éléments qui nous aident à prédire qu'ils vont bien fonctionner au sein de nos équipes. Et on se trompe aussi, comme tout le monde, parce qu'aucun recrutement n'est garanti. La dernière grande déception professionnelle? La grande déception professionnelle, c'est forcément quand on perd une très très grosse compétition. Alors ma plus grosse déception en 30 ans de métier, parce que ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, ça a été d'avoir sacrifié jour et nuit mes vacances pour perdre, in fine, la campagne Orange, face à l'époque à Fred et Farid, mais qui était chez Marcel, c'était avant qu'ils ne créent leur propre agence, avec le même concept, alors que notre campagne était bien meilleure. D'ailleurs, la campagne de Fred et Farid de l'époque a fait long feu. Donc le concept c'était Open, je ne sais pas si peut-être tu te souviens de ce film, où dans un bocal dans la mer, un poisson sortait, qui était la campagne finalement choisie. Et moi j'ai tout, je l'ai encore ici, toute la campagne proposée par les meilleurs talents de TBWA, qui de mon point de vue est, bon, je vais exagérer légèrement, 10 fois supérieur, mais 5 fois c'est sûr. Et donc on a perdu cette compétition. J'ai sacrifié 3 mois de ma vie personnelle, j'ai mobilisé le monde entier, et in fine, avec la même idée, mieux exécutée de mon point de vue, chez nous, on perd j'ai failli changer de métier ce jour-là. Ça veut dire que le client est bête ou quoi? S'il ne sait pas faire la différence entre une bonne campagne et une mauvaise? Non, ça veut dire que d'autres facteurs exogènes ont fait que cette compétition a pu être gagnée, parce que c'est forcément multicritère. Il n'y a pas que le meilleur travail qui l'emporte, il peut y avoir d'autres facteurs. Mais la réalité a montré que ce qui a été choisi, comme très souvent d'ailleurs dans les compétitions d'agence, a fait long feu. C'est-à-dire qu'un an plus tard, c'était une autre campagne qui était déployée pour la marque. Quel est le défaut que tu n'as pas? Je crois que c'est la prétention. Quelle est la qualité professionnelle que tu aimerais avoir? Tu te dis, là, il faudrait que je bosse davantage, ça, ou ça, dans ma carrière, je ne l'ai pas assez développé, ça m'a manqué. Pouvoir ne dormir que 4 heures par nuit comme Mercedes Serra. J'adorerais avoir 2 heures de plus par jour pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai besoin de sommeil. Trop sage. Si on te dit trop sage, tu te reconnais ou tu te dis, non, c'est pas moi? Si, j'ai toujours été un peu sage, mais j'aime bien. Enfin, pour moi, la sagesse, c'est plutôt une qualité qu'un défaut. Donc, est-on jamais trop sage?